Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre. Jusqu'à présent, nous avons étudié la partie de la chimie qui s'intéresse aux propriétés de la matière. À partir de maintenant, nous allons observer et apprendre comment cette matière peut se transformer grâce aux réactions chimiques. Pour rappel, un mélange est une association de différents corps purs. Ces corps purs peuvent ensuite être séparés et récupérés par différentes méthodes comme la filtration, la décantation, l'aimantation ou encore la distillation. Cependant, dans certains cas, le fait de mélanger des corps purs différents va aboutir à une transformation de ces derniers. Observons deux situations lors de l'expérience numéro 1. Dans le premier système, nous aurons besoin d'un bécher, d'un morceau de fer et d'une solution de chlorure de cuivre. Dans le bécher contenant la solution de chlorure de cuivre, nous allons plonger le morceau de fer et attendre une vingtaine de minutes. Qu'observons-nous ? Eh bien, nous observons la formation d'un dépôt orangé sur le morceau de fer. Mais plus étonnant encore, lorsque nous rinçons ce morceau de fer, eh bien, nous voyons que celui-ci s'est désagrégé. Si l'on observe maintenant le fond du bécher, eh bien on peut voir ce solide orange. On peut voir également que la couleur de la solution de départ est passée du bleu au vert. Voici maintenant une animation schématique du système 1 de cette expérience. Procédons maintenant à la deuxième partie de l'expérience 1. Nous avons remplacé la solution de chlorure de cuivre par de l'eau. Après 20 minutes, nous n'avons observé aucune modification du système réactionnel. Je vous laisse maintenant compléter votre cours page 134. Faites une pause durant la vidéo pour bien prendre le temps de recopier toutes les observations. On peut dès lors en conclure que lorsque l'on met différents corps purs en présence les uns avec les autres, eh bien cela peut aboutir parfois à des modifications visibles, parfois à aucune modification. Prenez maintenant votre livre cahier page 135. Dans cette expérience numéro 2, nous allons essayer d'identifier les espèces chimiques encore présentes dans les systèmes 1 et 2. Prenons d'abord un aimant et plongeons-le dans la solution du système numéro 1. Nous allons faire ensuite la même chose dans la solution du système numéro 2 qui contient toujours la lame de fer. On peut voir que le solide orange n'est absolument pas attiré par l'aimant. Par contre, le morceau de fer dans le système 2, bien sûr, lui est attiré par l'aimant. Nous allons maintenant analyser le surnageant des mélanges des systèmes 1 et 2. Le surnageant, c'est la partie supérieure du liquide dans chacune des deux expériences. Donc on ne va pas prendre le fond, on va prendre vraiment le dessus. On a laissé décanter le solide orange. Donc on prend le dessus dans chacune des deux solutions. Donc on va les prendre et on va les évaporer sur un bec bunzen. Ce que l'on observe, c'est qu'après évaporation, dans le système 1, on a un petit dépôt. Dans le système 2, qui contenait que de l'eau, nous n'avons pas de dépôt. On va prendre le dépôt du système numéro 1, on va le remettre en solution dans de l'eau. On obtient alors une solution qui est incolore et qui n'est plus bleu-vert comme tout à l'heure. Et on va faire un test supplémentaire. On va alors rajouter un petit peu de soude et on va observer un fin précipité vert qui va se former dans le tube à essai, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ce petit précipité vert indique simplement la présence d'ions de fer 2 dans la solution. On peut maintenant continuer à compléter le tableau. On peut maintenant interpréter les résultats des systèmes 1 et 2 en disant
que dans le système 1, eh bien, les constituants de départ ont disparu et que de nouvelles substances sont apparues, tandis que dans le système 2, eh bien, les constituants de départ sont toujours là et aucune nouvelle substance n'est apparue. En conclusion, nous pouvons dire que dans le système 1, nous avons eu une transformation chimique. En effet, de nouveaux corps sont apparus et les produits de départ, eux, ont disparu. Dans le système 2, eh bien, nous n'avons eu aucune transformation chimique car les constituants de départ sont toujours là à la fin du système mis en œuvre. On peut dès lors modéliser ce que l'on a observé dans le système 1. On va tout d'abord mettre à gauche les constituants de départ qui étaient le fer et la solution de chlorure de cuivre, CuCl2. Ensuite, nous indiquons une flèche qui va partir du système chimique de départ vers le système chimique final. Et dans ce système chimique final, on va mettre les substances obtenues que sont le chlorure de fer et le cuivre qui était ce dépôt rougeâtre que l'on pouvait voir dans le fond du bécher. En conclusion, dans le système 2, on a bien un mélange puisque les corps de départ sont les mêmes au début et à la fin de l'expérience, tandis que le système 1 correspond à une transformation chimique puisque dans l'état initial, on avait certaines substances et en fin de réaction, on avait d'autres substances. Nous pouvons maintenant définir ce qu'est une transformation chimique. Eh bien, une transformation chimique, c'est une modification des molécules au cours du temps. Alors, cette transformation, elle est la plupart du temps visible. Elle va se manifester par des changements de couleur, par la formation d'un gaz, un dégagement de chaleur. Voilà, ce sont en fait toutes des petites observations que l'on peut faire lors d'une réaction chimique. Alors, les espèces chimiques qui vont être mises en œuvre, on va appeler ça des réactifs, et les espèces chimiques qui vont apparaître, on va appeler ça les produits de la réaction. Vous allez maintenant visionner une petite vidéo qui vous montre la différence entre un phénomène physique et un phénomène chimique. Vous allez voir qu'en fait, lors d'un phénomène physique, eh bien, la nature des molécules n'est pas modifiée. Par contre, lors d'un phénomène chimique, eh bien, la nature des molécules est modifiée, on va obtenir de nouvelles matières, de nouvelles substances. Voyons maintenant un nouvel exemple de transformation chimique. On va faire réagir ensemble les bicarbonates de sodium solide et l'acide chlorhydrique. On observe directement la formation d'un gaz. Donc on observe une effervescence qui est la formation d'un gaz. Maintenant, faut-il encore pouvoir identifier ce gaz? On a pu voir que le bicarbonate de sodium, il a disparu progressivement
quand on a ajouté l'acide chlorhydrique. Alors donc on a vu ce dégagement gazeux et on veut identifier ce gaz. Alors pour ce faire, on va utiliser une méthode très simple que je vais vous expliquer ici. Dans un premier temps, on a mis l'acide chlorhydrique dans une burette graduée, numéro 1. On va faire tomber goutte à goutte l'acide chlorhydrique sur le bicarbonate de soude qui est contenu dans l'Erlenmeyer numéro 2. À ce moment-là, on va avoir évidemment l'effervescence, donc le dégagement gazeux. Ce gaz, eh bien, il va simplement s'échapper par le petit tuyau numéro 3, se déplacer tout doucement vers la droite, vers l'éprouvette graduée qui est retournée. Donc le gaz va passer par le tuyau et va ressortir dans l'éprouvette graduée. On n'a plus qu'à récupérer cette éprouvette graduée en n'oubliant pas bien sûr de fermer l'embout afin d'identifier le gaz formé. On peut maintenant facilement compléter les observations. Alors dans un premier temps, on a vu que le bicarbonate de soude, eh bien lui, il va se dissoudre, en tout cas il va réagir avec l'acide chlorhydrique. Pendant la réaction, on voit qu'il y a effervescence, donc production de gaz. Et à la fin de la réaction, eh bien, on voit que le bicarbonate de soude a complètement disparu. Dans l'éprouvette graduée, on va récolter le gaz qui s'est produit lors de la réaction. Ce gaz, on va le faire barboter dans de l'eau de chaux et on va observer que l'eau de chaux se trouble, ce qui indique que le gaz qui est formé durant la réaction chimique est bien du dioxyde de carbone, CO2. Finalement, nous pouvons interpréter toutes ces observations en disant que le bicarbonate de soude et le chlorure d'hydrogène, donc acide chlorhydrique, ont bien disparu, de nouvelles substances sont apparues. D'abord un gaz, le dioxyde de carbone, CO2, et un sel, le chlorure de sodium, NaCl, que l'on ne peut évidemment pas voir car il s'est dissous dans l'eau. Voici maintenant un petit résumé de ce qui s'est passé lors de cette réaction chimique. On voit donc dans le système chimique initial les réactifs de départ que sont l'HCl et le NaHCO3. Avec la flèche, on indique le sens de la réaction et on voit que dans le système chimique final, on a les produits de la réaction que sont le NaCl et le CO2. Regarde bien la vidéo qui va suivre, elle nous montre le même procédé qu'utilisé précédemment lors de la réaction entre le bicarbonate de sodium et l'acide chlorhydrique. Ici, il s'agit d'une réaction légèrement différente mais qui utilise le même principe du déplacement d'eau pour récolter un gaz. Alors, je vais vous demander de bien suivre cette réaction chimique et d'essayer d'identifier les espèces chimiques initiales, c'est-à-dire les réactifs, et les espèces chimiques finales obtenues, c'est-à-dire les produits de la réaction. Jay? Voilà. Qu'est-ce que tu fais, hein? Je suis en train de recueillir du gaz de ma réaction chimique. C'est pas la méthode la plus optimale. Le déplacement d'eau est une technique utilisée fréquemment en laboratoire qui sert entre autres à recueillir un gaz issu d'une réaction chimique. Nous regarderons donc ensemble les principes de base de cette technique. Nous ferons donc réagir un morceau de magnésium avec de l'acide chlorhydrique puisqu'en plus de produire du dichlorure de magnésium, ces deux réactifs produisent du dihydrogène gazeux. Pour notre expérimentation, en plus des gants et des lunettes de sécurité, nous aurons besoin d'un ruban de magnésium de 30 mg, d'une burette à gaz de 50 ml, d'acide chlorhydrique 1,5 molaire, d'un Erlenmeyer, d'un récipient ayant un assez gros diamètre, soit dans notre cas un cristallisoir, d'un tube de caoutchouc, d'un bouchon de caoutchouc percé, d'un coude en verre, d'un cylindre gradué de 50 ml, d'une certaine quantité d'eau, d'un support à burette et finalement d'un support universel. La première étape est de fixer le support à burette sur le support universel. Après avoir rempli le récipient à moitié d'eau, on le dépose près du support. On prend maintenant le bécher d'eau et on remplit notre burette à gaz jusqu'au rebord. On vient ensuite fermer complètement l'ouverture avec le pouce, on renverse la burette et rapidement, on vient immerger son ouverture dans l'eau du récipient. On vient maintenant fixer la burette à gaz sur le support à burette en s'assurant qu'elle est positionnée le plus verticalement possible et qu'elle tient bien en place.
Ensuite, on plonge le tube de caoutchouc dans l'eau du récipient et on l'insère à l'intérieur de la burette jusqu'à temps qu'il tienne en place par lui-même. Si ce n'est pas déjà fait, on raccorde le tube de caoutchouc au coude en verre et le coude en verre au bouchon de caoutchouc de cette manière. À l'aide du cylindre gradué, on mesure 50 ml d'acide chlorhydrique que l'on transvase ensuite dans l'Erlenmeyer. Nous sommes maintenant prêts à recueillir le gaz, soit le dihydrogène, par déplacement d'eau. On ajoute donc le ruban de magnésium dans l'Erlenmeyer et rapidement, on referme son ouverture avec le bouchon de caoutchouc. Ensuite, on observe attentivement le déroulement de la réaction. On remarque que le gaz s'échappe de l'Erlenmeyer et passe par le tube de caoutchouc pour ensuite être envoyé dans la burette à gaz. Le gaz étant moins dense que l'eau qui s'y trouve, il monte jusqu'en haut et exerce une pression sur l'eau, ce qui la pousse à se déplacer vers le bas, donc dans le récipient. Finalement, la réaction a dégagé 39,9 ml de dihydrogène gazeux. On peut donc conclure que la technique par déplacement d'eau est une méthode efficace afin de recueillir un gaz issu d'une réaction chimique. Si tu as d'autres questions concernant la technique de déplacement d'eau, n'hésite pas à consulter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On ajoute donc le ruban de magnésium dans l'Erlenmeyer et rapidement, on le referme. On la referme. On commence donc par faire le montage. Je recommence. On commence donc par faire le montage. On dirait que j'ai vraiment un gros accent. Oui, bon, moi aussi j'ai un accent. Alors, est-ce que vous avez pu finalement identifier les différents réactifs et les différents produits? Eh bien, en effet, dans les réactifs, on a bien du magnésium et de l'acide chlorhydrique. Et dans les produits, on a bien du chlorure de magnésium et du dihydrogène. Enfin, pour terminer ce chapitre, nous allons voir si vous avez bien compris la différence entre phénomène chimique, mélange ou phénomène physique. Alors le phénomène chimique, c'est pas très compliqué. C'est lorsque les molécules initiales, donc l'on a mis en présence, vont disparaître et vont donner de nouvelles molécules. Par contre, dans un mélange, les substances ne sont pas modifiées, donc les molécules ne vont pas être modifiées. On a juste une juxtaposition de ces différentes molécules. Ça peut être un mélange homogène ou hétérogène. Et enfin, lors d'un phénomène physique, là non plus, les molécules ne vont pas être modifiées, mais il peut y avoir une modification de l'aspect, de la forme ou de l'état. Je donne un exemple tout simple. Si vous mettez du sel dans l'eau, le sel se dissout, donc on ne le voit plus. Ce n'est pas une réaction chimique car il y a toujours du sel et de l'eau. Si je prends un morceau de glace et que je le fais fondre, il passe de l'état solide à l'état liquide. C'est un changement d'état, mais ce sont toujours des molécules d'eau. Ou encore si je prends un élastique, que je l'étire, alors sa forme a bien changé, on voit quelque chose qui se passe, c'est un phénomène physique car ce sont toujours des molécules d'élastique. Pour résumer, voici ce petit organigramme assez simple à comprendre qui permet d'identifier un phénomène chimique d'un mélange ou d'un phénomène physique. Alors les chimistes, ils vont modéliser cette transformation de la matière sous forme d'une réaction chimique. Quand on met en présence les différents réactifs, donc les substances de départ, on appelle ça un mélange réactionnel. Le mélange réactionnel, qu'est-ce qui va se passer? Les réactifs vont réagir entre eux et ils vont se transformer durant la réaction chimique pour donner des produits. On peut symboliser tout ceci très simplement avec à gauche un système initial, à droite un système final, entre les deux une flèche qui va du système initial vers le système final. Dans le système initial, on va établir une liste des réactifs. Dans le système final,
on va établir une liste des produits formés. Je vous laisse le soin maintenant de compléter, page 141, la synthèse de ce chapitre. Faites une pause dans la vidéo pour prendre bien le temps de noter tout ce qu'il y a à compléter. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire les exercices à la fin du chapitre. Voilà, faites-le consciencieusement. Moi, je vous enverrai le correctif d'ici quelques jours. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Vous avez mon numéro, donc vous me laissez un petit message et je m'empresserai de vous répondre.